J'ai investi 12 253 euros sur le mois d'avril 2025, un mois qui a été largement chahuté, notamment par les annonces de Donald Trump. Je pense que vous avez suivi cette histoire des droits de douane. Et donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous détailler un petit peu ce que j'ai fait. Donc au niveau de mes différents investissements, que ce soit personnel ou professionnel, et on ira plus dans le détail, notamment au niveau de mon compte titre professionnel que je suis avec vous sur la chaîne. J'ai démarré cette série puisque c'est un nouveau portefeuille que j'ai démarré en février, hein. Vous voyez qu'en février, j'avais investi 1479 euros, en mars 5259 euros et en avril, sur ce portefeuille, j'ai investi 9260 euros. Donc j'ai un petit peu profité de la chute des marchés sans savoir si ça allait chuter beaucoup plus ou non, mais je trouvais qu'on retombait sur des niveaux de valorisation, notamment sur certaines actions qui étaient intéressants. Donc vous voyez, en avril, j'ai investi 9260 euros sur ce portefeuille-là. Sur mon portefeuille actions personnelles, j'ai investi 2101 euros. Et sur les ETF qui sont également sur mon nom propre, donc en personnel, j'ai investi 892 euros. Donc un total de 12 253 euros. C'est évidemment une très grosse somme d'argent, j'en suis très conscient, mais en fait j'investis majoritairement aujourd'hui sur ma société, et sur ma société, je ne pouvais pas investir jusqu'au mois de février parce qu'il fallait faire des démarches administratives, et en fait j'ai accumulé de la trésorerie, donc j'utilise la trésorerie que j'ai accumulée pour investir un peu plus que ce que je peux faire réellement avec la trésorerie que je génère tous les mois. Mais du coup, j'ai du cash de côté, j'en ai profité avec la chute des marchés. Et vous voyez qu'en fait, sur le mois d'avril, et même depuis le début de l'année, on est toujours à moins 5,24% sur le S&P. Donc vous voyez qu'on est extrêmement loin d'une chute brutale et de quelque chose de catastrophique, notamment puisque depuis les annonces de Trump sur le report des droits de douane, on voit que le marché a repris 12%. Donc quand même une évolution extrêmement positive depuis cette annonce. Par contre, sur le début du mois d'avril, entre le point haut, donc, qui était le 1er avril, et le point bas, ça avait également pris moins 11,54% en une semaine. Et là, pour le coup, sur ces 7 jours-là, c'était une chute qui était très rapide et qui était vraiment violente, hein, et assez forte. Donc j'ai profité à ce moment-là pour acheter assez fort certains titres que j'avais en watchlist, que j'avais déjà en portefeuille pour d'autres, et j'ai acheté et renforcé certaines actions que je vais vous présenter juste après. Ce portefeuille, je l'ai démarré le 18 février 2025, donc c'est vraiment le premier achat que j'ai fait sur ce portefeuille. Donc j'ai configuré cette date ici et ça me permet de comparer la performance de mon portefeuille avec mes indices de référence. Donc j'ai le ACWI et le S&P 500 et vous voyez que actuellement, sur le taux de rendement réel pondéré, je suis à moins 11,81%, donc je suis effectivement à une performance négative, hein, et avec ce qui s'est passé depuis le début de l'année, ça aurait été compliqué de faire du coup une performance positive, même si c'est possible avec certains titres. Donc je suis à moins 11,81 et le ACWI est à moins 13,81, donc je surperforme de 2%, et le S&P 500 est à moins 17,60, donc je surperforme d'environ 6% le S&P 500. Donc c'est plutôt positif, et en fait je vais vous expliquer, comme je l'ai déjà fait dans certaines vidéos, ma stratégie pour choisir les actions, et vous allez voir en fait que c'est pas sorcier, c'est simplement une méthodologie qui est bien ficelée et que je respecte à la lettre. Et si j'ai un conseil qui n'est pas un conseil d'investissement, mais quelque chose de très important pour vous et pour progresser en bourse et pour optimiser ce que vous faites, c'est suivre votre stratégie. Quand vous voyez ici que vous avez une chute de 11% et que vous avez des titres qui sont de très bonne qualité et qui sont à des valorisations intéressantes, peut-être que c'est le moment d'acheter. En tout cas, c'est plus intéressant que sur la fin d'année 2024 où on était sur des niveaux qui étaient beaucoup plus élevés, avec des valorisations beaucoup plus élevées également. Et du coup, ma stratégie pour choisir les actions, elle est toute simple. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais il y a 3 temps à cette analyse. Premier temps, c'est l'analyse quantitative, donc les finances de la boîte, la croissance, les marges, la rentabilité, le dividende, la performance passée, absolument tout ce qui touche au financier, donc au compte de résultat, au bilan et au tableau de flux de trésorerie. Et j'utilise un modèle que je transmets du coup aux membres de mon accompagnement, et je leur transmets également toutes mes analyses, toutes les analyses que je fais personnellement. Et ça me permet de me concentrer sur le top 5% des entreprises qui ont les meilleures finances. Comme ça, déjà, je minimise mon taux d'erreur en évitant les entreprises qui ont des finances bancales. Ensuite, deuxième étape, c'est l'analyse fondamentale. Donc là, c'est vraiment scanner l'entreprise pour comprendre ce qu'elle fait, son activité, les produits qu'elle vend, où est-ce qu'elle les vend dans le monde, est-ce qu'il y a des risques réglementaires, politiques, géopolitiques, le management, etc. On va vraiment essayer de scanner c'est ce que j'appelle comme ça, pour éviter
les fausses bonnes idées. Les fausses bonnes idées, vous savez, c'est les actions qui ont des fondamentaux qui sont excellents, des fondamentaux financiers, pardon, des finances excellentes, mais qui ont un risque qu'on n'est pas prêt à prendre. Je pense qu'un bon exemple, c'est Evolution AB. Evolution AB, je pense que c'est une action que vous connaissez peut-être, et c'est une action qui a des très bons fondamentaux financiers, mais si on prend depuis un an, elle prend moins 45%. Donc, et aujourd'hui, hein, sur la journée, elle prend, après l'annonce de ses résultats, moins 19%. Et pourtant, financièrement, c'est pas une mauvaise action. Si on regarde rapidement sur Qualtrim ici, regardez l'évolution du chiffre d'affaires, on est quand même sur une très très belle évolution. C'est une courbe qu'on pourrait retrouver chez des acteurs qui sont très demandés, comme des Microsoft, comme des Visa, ce genre de choses. On a vraiment une belle croissance. Mais il y a un risque réglementaire que les investisseurs du coup intègrent dans le cours, et on voit que Evolution AB est boudée. Et donc du coup, cette analyse fondamentale est extrêmement importante pour éviter ces actions-là. Et enfin, la valorisation. Donc une fois qu'on a des entreprises qui sont de très bonne qualité au niveau financier et au niveau fondamental, on a des entreprises qui sont parfois trop chères, qu'on ne doit pas acheter, c'est simplement pas le moment, et des actions qui sont à un prix juste ou décoté. Et là, pour le coup, ça peut être intéressant. Et donc, quand on a un S&P 500 qui se prend moins 10% et qu'on retrouve des valorisations plus intéressantes, mais à ce moment-là, moi, ma stratégie, j'avais déjà les actions en watchlist parce que je savais qu'elles étaient de bonne qualité, c'était d'aller les acheter à un prix intéressant, un prix qui m'intéresse pour le long terme. D'ailleurs, rapidement, j'ai une watchlist de 7 actions avec le détail de l'activité de chaque entreprise. Donc, j'ai fait pas mal de recherches sur les 7 entreprises. Également, quelques datas quantitatives pour que vous ayez un aperçu des finances de l'entreprise. C'est le premier lien en description. Vous pouvez aller checker ça, c'est 100% offert. Et j'espère que vous apprécierez cette watchlist. Du coup, maintenant qu'on a parlé de ma stratégie d'investissement et de ma stratégie pour choisir les actions, quelles actions j'ai achetées sur le mois d'avril? Donc, vous voyez que j'ai acheté 6 actions différentes. Alphabet, ASML, Microsoft, S&P Global, LVMH et Meta. Donc, on n'a que des large caps, hein, que des entreprises qui sont de grandes entreprises. Et ça, c'est un choix personnel. J'ai également quelques small caps dans mon portefeuille personnel, mais ce sont des entreprises plus risquées. Et je suis plus à l'aise avec les business models et les large caps que je vous présente ici aujourd'hui. Donc, pour le coup, j'ai acheté pas mal autour du 3 avril, 4 avril, 7 avril, 9 avril. Et le 9 avril, j'ai fait mes achats. C'était le jour justement de la date, enfin c'était la date de l'annonce de Donald Trump, il me semble, où les droits de douane ont été repoussés. Et donc j'ai acheté à des valorisations intéressantes. Et pour le coup, S&P Global par exemple, j'ai fait un achat qui du coup représente une toute petite partie de mon portefeuille professionnel, mais ce n'est plus une action qui a une valorisation intéressante aujourd'hui. Donc j'ai ouvert une position, mais je ne vais pas renforcer dessus parce qu'aujourd'hui, la valorisation ne m'intéresse pas. Si on regarde l'évolution de S&P Global, si on regarde l'évolution de son cours, vous voyez que j'ai acheté, du coup, alors je vais vous dire, j'ai acheté le 9 avril, donc j'ai acheté, hop, alors ici, je pense que j'ai acheté ici, là, et c'est remonté de plus de 11%. Et puis de toute façon, on va le voir ici dans les différents titres, mais du coup sur S&P Global, j'ai une plus-value de quasiment 10% depuis l'achat que j'ai réalisé. D'ailleurs, si on regarde la composition globale de mon portefeuille, vous voyez que, alors je vais voir si je peux zoomer, je peux pas zoomer, mais j'ai 2 actions européennes, du coup ASML et LVMH, et j'ai 2 actions américaines, Alphabet, Microsoft, Meta et S&P Global. Vous voyez que j'ai 2 positions qui sont quand même assez fortes, ASML notamment avec 33%, et c'est une action que j'ai commencé à acheter un petit peu tôt. La valorisation était quand même beaucoup plus intéressante que ce qu'elle pouvait être dans cette zone ici, hein. Vous voyez que le cours s'est vraiment envolé quasiment jusqu'aux 1000 euros. J'ai commencé à acheter au niveau des 700 et depuis je lisse du coup mon achat pour avoir aujourd'hui une position et un prix moyen aux alentours des 610. Donc un prix moyen qui me semble correct pour une boîte comme ASML qui est une boîte de très grande qualité. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les derniers résultats d'ASML, vous pouvez la trouver sur la chaîne. Et la deuxième action qui est prépondérante dans mon portefeuille, c'est Alphabet. Et pareil, Alphabet, j'ai commencé à l'acheter en dessous des 180 et j'ai lissé mon prix petit à petit pour arriver aujourd'hui à un prix moyen de 160. Elle est du coup à hauteur de quasiment 24% dans mon portefeuille.
Microsoft est à hauteur de 15%. J'ai fait quelques achats, mais la valorisation de Microsoft est un petit peu moins intéressante que celle de Alphabet et de ASML. J'ai également acheté du Meta. Du Meta récemment, j'ai acheté ici quand ça avait bien chuté, puis c'est remonté très fort. Et on a les résultats de Meta ce soir. Il me semble que c'est, si on regarde les earnings, on a les résultats de Meta ce soir. Donc, grosse annonce qui va arriver, hein, notamment l'annonce des résultats de Microsoft également. Et demain, on a les résultats de Apple et d'Amazon. Donc, on est en pleine saison des résultats. Donc, difficile de savoir si l'entreprise va continuer de monter, s'il va y avoir du coup, une surprise positive par rapport aux résultats ou s'il va y avoir une surprise négative par rapport aux résultats. Mais voilà, j'ai commencé à construire une position ici, c'est remonté. J'ai refait un achat ici parce que autour des 550, c'est quand même bien plus intéressant que le point haut où elle avait dépassé les 700. Et pour finir, donc on a déjà parlé de S&P Global et j'ai LVMH. LVMH, j'ai acheté 3 actions à moins de 500 euros, donc à 486, qui est pour moi du coup un prix très intéressant pour LVMH, sachant que LVMH est en difficulté actuellement, donc c'est pas la catastrophe non plus, mais ils ont beaucoup moins de croissance, ils ont même une légère décroissance par rapport au premier trimestre 2024. Vous voyez qu'au niveau de la mode et la maroquinerie, on a moins 5% par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Sur les vins et les spiritueux, on continue de chuter. Sur les parfums et les cosmétiques, une petite baisse. Montres et joaillerie, c'est stable. Et la distribution sélective qui tirait également la croissance de LVMH vers le haut a également chuté. Pareil au niveau des différentes zones géographiques. En Asie, ça chute. Aux États-Unis aussi. Au Japon aussi. Donc forcément, ça impacte le cours de bourse de LVMH. C'est normal. Mais aujourd'hui, on a retrouvé tout de même des niveaux de valorisation qui sont beaucoup plus intéressants que ce qu'ils étaient il y a quelques temps. Et si on regarde la valorisation de LVMH, on est aujourd'hui sur un PER de 19. Donc un PER vraiment faible qui n'a pas été vu depuis très longtemps. Puisque à mon avis, le PER de 19 n'a pas été vu depuis au moins 2020 et encore je ne suis pas certain qu'on l'ait atteint. Donc c'est potentiellement un PER qu'on n'avait pas vu depuis 2016. Et forcément, on a un business qui est de très bonne qualité, qui a une phase compliquée, du coup une valorisation qui a chuté, mais moi j'estime que sur le long terme, au prix actuel, ça peut être intéressant. J'en ferai pas une position prépondérante de mon portefeuille, parce que ça reste une entreprise qui traverse une phase difficile, mais j'estime que ouvrir une position et avoir une position sur LVMH en dessous des 500 euros, ça reste quelque chose de très intéressant. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit point un peu plus poussé sur Meta et sur Google, parce que Google a déjà publié les résultats. Et si on s'attarde sur Meta, ce qu'on peut voir au niveau du coup de l'évolution du chiffre d'affaires, c'est que c'est extrêmement linéaire et ils ont une croissance qui est assez folle, avec une croissance sur le chiffre d'affaires de 18,40% en moyenne sur les 5 dernières années et quasiment 30% sur les 10 dernières années. Donc on a vraiment une très très belle évolution du chiffre d'affaires et on a également du coup un chiffre d'affaires qui est majoritairement généré à plus de 99% quasiment par la publicité. Donc ils ont en gros, Meta, ils ont deux grands axes, c'est la publicité avec leur plateforme de réseaux sociaux et la réalité, Reality Labs, où ils essaient de créer du hardware pour la réalité virtuelle, mais ça reste marginal par rapport aux revenus qui tirent de la publicité. Et ça, c'est un point noir de Meta pour moi, c'est qu'ils sont très concentrés sur la publicité. Et une entreprise comme Meta est vachement dépendante de ce qui se passe actuellement dans le monde avec les droits de douane. Parce qu'on se dit, ok, Meta, ils font de la publicité, donc ils ne sont pas directement impactés par les douanes, ce qui est vrai. Mais par contre, tous les acteurs qui paient de la pub sur Meta et qui donc fait le revenu de Meta, eux peuvent être impactés par la douane et donc peuvent avoir un budget publicitaire qui est moins élevé et donc ça peut impacter Meta. Donc c'est une entreprise qui est fortement dépendante à la pub, il faut en être conscient et c'est pour moi une des limites de Meta qui, à l'inverse d'une entreprise comme Google, est très concentrée alors que Google a d'autres axes, notamment le cloud, notamment toute la partie publicitaire. Ils ont également Waymo qui est en train d'exploser. Donc voilà, Google est quand même une entreprise qui est plus diversifiée que Meta. Par contre, au niveau de la croissance, notamment au niveau du bénéfice net par action, on a eu une chute ici lorsque Zuckerberg a fait le transfert entre Facebook et Meta, mais on a quand même une croissance de 29,96% en moyenne sur les 5 dernières années. Donc on a vraiment une croissance qui est assez incroyable et c'est une boîte qui a énormément de cash et une rentabilité qui est assez folle.
De l'autre côté, on a Alphabet, donc Google, qui est une position majoritaire dans mon portefeuille. Et moi, ce que je regarde ici, c'est qu'aujourd'hui, Google se paye à 17,96 fois les bénéfices, donc un PER de 18 et un PER projeté sur 2026 si la croissance continue, inférieur à 16. Donc aujourd'hui, Google, pour moi, est vraiment sous-valorisé. Sous-valorisé parce qu'il y a, à mon avis, du coup, des craintes par rapport à la future rentabilité de Google parce qu'ils investissent massivement dans l'IA et notamment dans les data centers. Et si on regarde, si on regarde les dépenses, vous voyez qu'ils ont une explosion des dépenses. Hein. Il y a une croissance de moyenne de 13% sur tout ce qui va être dépenses de l'entreprise. Et quand on regarde les CAPEX, donc les CAPEX, ce sont les dépenses d'investissement, vous voyez qu'ils sont en train d'accélérer très fort. Et sur le premier trimestre 2025, ils ont dépensé sur les dépenses en investissement, donc data center, etc., environ 57 milliards. Donc ils dépensent beaucoup, mais derrière, il faut qu'il y ait une rentabilité dessus, parce que sinon, ça va décevoir les actionnaires. Et l'autre point noir de Google, c'est qu'ils ont pas mal de problèmes au niveau de la régulation, avec potentiellement Google Chrome qui serait du coup détaché de Alphabet. Bref, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là, ce qui fait que la valorisation de Google est assez faible aujourd'hui. Mais quand on regarde les résultats, c'est tout simplement exceptionnel encore une fois. On a une croissance qui est linéaire et qui fait quasiment 17% de croissance moyenne sur les 5 dernières années. On a un cloud qui a une croissance qui est folle de quasiment 28% en moyenne sur les 2 dernières années. Donc encore une fois, très impressionnant. On a des marges qui commencent à être positives sur le cloud. Donc le cloud, en plus d'avoir une très forte croissance, est en train de devenir largement profitable pour Google. Et le gros problème qu'a Google actuellement, c'est qu'ils n'ont en fait pas assez de capacité pour absorber, voilà, c'est ce qu'ils mettent ici, limitation de la capacité d'infrastructure cloud, et ils ont trop de demandes pour les services cloud, et du coup il y a une tension entre l'offre et la demande. Donc ils ont une croissance très forte au niveau du cloud, mais elle dépendra du rythme de déploiement des nouvelles capacités. Donc en réalité, ils savent qu'ils vont faire de l'argent, ils savent qu'ils font des marges positives, mais par contre, si les data centers et les serveurs ne sont pas livrés à temps, ça peut décaler le chiffre d'affaires et ça peut entraîner du retard. Et donc, ils sont dépendants de la création de ces structures et c'est pour ça qu'ils investissent également énormément en CAPEX pour justement développer des data centers, etc. parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent à se faire à ce niveau-là. Si on regarde les différents risques, il y a du coup la pression réglementaire mondiale accrue, donc ils font face à une surveillance forte, notamment en Europe et aux États-Unis. Et du coup, voilà, il y a tout ce qui est protection de données, il y a aussi tout ce qui est concurrence avec du coup ce qui est mis en avant avec Google Chrome et justement peut-être le détachement de Google Chrome de l'entité Alphabet. Il y a un potentiel ralentissement du marché publicitaire. Et là, c'est exactement le même problème qu'avec Meta. C'est que Google a une majorité de ses revenus qui viennent de la publicité. Et si les annonceurs ont moins de capacité financière pour du coup, faire de la publicité, ben, ça va faire moins de revenus pour Google. Et c'est exactement ce qu'ils mettent ici. Ça pourrait être affecté par un ralentissement macroéconomique mondial. Et du coup, on a vu les dépenses d'investissement massives. Si on regarde les perspectives d'évolution, donc ils ont déployé AI Overviews, donc ça c'est très très positif parce que le gros problème aussi de Google, et c'est aussi pour ça que la valorisation a chuté, c'est qu'en face de Google, aujourd'hui on a les LLM, donc les solutions d'intelligence artificielle comme ChatGPT qui drive énormément de recherche également. Et en fait, ce qui est très positif ici avec Google, c'est que ils ont réussi à déployer une intelligence artificielle avec 1,5 milliard d'utilisateurs mensuels, une très forte progression, et surtout, ils ont réussi à monétiser ce modèle autant que leur modèle de recherche classique. Et donc ça, c'est très positif parce que avec l'intelligence artificielle qu'est en train de déployer Google, ils font également de l'argent. Et ça, c'est très, très positif. Ensuite, on a Gemini, on a une croissance du cloud de 28% par rapport au premier trimestre 2024, donc excellent. YouTube est leader sur la TV et ils ont des abonnements en hausse, donc 125 millions d'abonnés premium, ce qui est assez fou aussi. Et on a Waymo, donc Waymo c'est du coup le service de voiture autonome de Google. Ils ont 250 000 trajets payants par semaine, donc c'est 5 fois plus que l'année dernière. Ils prévoient un lancement à Atlanta en 2026, puis à Washington, puis à Miami. Ils ont une collaboration avec Uber. Donc pour le coup, Waymo est du coup en concurrence avec Tesla. Tesla qui est également
essaie de développer et de lancer ces robots taxis avec une technologie qui est différente, mais c'est du coup une des prochaines technologies disruptives qu'il va falloir suivre, et Waymo est extrêmement bien placé. Et pour finir, très cool, ils ont annoncé un programme massif de rachat d'actions, 70 milliards et une hausse du dividende de 5%. Donc encore une fois, c'est des choses qu'on apprécie en tant qu'actionnaire parce que ça va faire évoluer le cours de l'action positivement et ça vient compenser aussi ce qu'on appelle les stock-based compensation, donc les actions qui sont données aux salariés. Vous voyez ici, les stock-based compensation, donc l'impact de ces actions gratuites pour les salariés par rapport aux free cash flow qui sont générés. Et vous voyez l'évolution de Waymo, hein. On est sur, bon là les pourcentages ne veulent rien dire, mais on est vraiment sur une exponentialité et ça commence vraiment à être déployé très fort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc pour faire le récap, j'ai investi dans 6 actions, environ 12 000 euros, mais j'ai fait mes investissements personnels aussi autour de cette somme. Si vous appréciez ce genre de vidéo récap, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous appréciez, ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. J'essaie de faire des vidéos plus régulières, plus spontanées aussi. Là, j'ai quasiment rien préparé. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo. Ça m'aide beaucoup moi pour ajuster le contenu que je fais sur la chaîne. Et puis voilà, on va rester connecté pour voir les résultats de Meta et de Microsoft ce soir. Et puis peut-être que je ferai une vidéo la semaine prochaine là-dessus. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de télécharger la watchlist en description, elle est gratuite. Et je vous dis à très vite, c'était Clément. Ciao.